Les Hauts de Hurlevent. Émilie Brontë. Chapitre 33. Le lendemain de ce lundi, comme Earnshaw n'était toujours pas en état de vaquer à ses travaux habituels, et restait par conséquent aux abords de la maison, je me rendis bientôt compte qu'il me serait impossible de retenir ma pupille sous ma coupe, ainsi que je l'avais fait jusqu'alors. Elle descendit avec moi et sortit dans le jardin, où elle avait aperçu son cousin occupé à quelques menues besognes. Quand j'allais les inviter à venir déjeuner, je constatai qu'elle l'avait persuadé de débarrasser des groseilliers un grand espace de terrain, et qu'ils étaient tous deux très absorbés par leur projet d'importation de plantes dans la grange. Je fus épouvanté de la dévastation qui avait été accomplie en une petite demi-heure. Les groseilliers noirs étaient pour Joseph comme la prunelle de ses yeux, et elles avaient été précisément fixées son choix sur leur emplacement pour une plate-bande de fleurs. « Eh bien, tout cela va être montré au maître, m'écriai-je, à la minute même où ce sera découvert. Et quelle excuse aurez-vous à donner pour avoir pris de telles libertés avec le jardin ? Cela nous vaudra une belle scène, vous verrez. Monsieur Ayrton, je suis surprise que vous n'ayez pas été mieux avisé que d'avoir entrepris tout ce bel ouvrage sur sa simple demande. »« J'avais oublié que les cassis étaient à Joseph, » répondit Earnshaw assez penaud. « Mais je lui dirai que c'est moi qui ai tout fait. » Nous prenions toujours nos repas avec monsieur Heathcliff. Je remplissais les fonctions de maîtresse de maison pour préparer le thé et pour découper. J'étais donc indispensable à la table. Catherine était en général à côté de moi, mais ce jour-là, elle m'avait fui pour se rapprocher de Ayrton. Je vis bientôt qu'elle ne mettrait pas plus de discrétion dans son amitié qu'elle en avait mis dans son hostilité. « Allons, faites attention de ne pas trop parler avec votre cousin et à ne pas trop vous occuper de lui. » Telles furent les instructions que je lui soufflai à l'oreille quand nous entrâmes dans la salle. Cela contrarierait certainement M. Heathcliff, et il serait furieux contre vous deux. « Je n'en ai pas l'intention, » répondit-elle. Une minute après, elle était à côté de lui et piquait des primes verts dans son assiette de porridge. Il n'osait pas lui adresser la parole en cet endroit. À peine osait-il lever les yeux. Cependant, elle continuait de le taquiner, et deux fois, il fut sur le point de ne pas pouvoir retenir son rire. Je fronçai les sourcils, et elle jeta un regard sur le maître. Mais l'esprit de celui-ci était absorbé par d'autres sujets que la tenue de ses convives, comme on en pouvait juger son attitude. Catherine devint un instant sérieuse et le considéra avec une profonde gravité. Ensuite, elle se tourna et recommença ses folies. Ayrton finit par laisser échapper un rire étouffé. M. Heathcliff tressaillit. Ses yeux nous dévisagèrent rapidement. Catherine soutint son examen avec l'air habituel de nervosité et pourtant de défi qu'il détestait. « Il est heureux que vous soyez hors de mon atteinte, » s'écria-t-il. « Quel démon vous possède pour que vous me répondiez toujours par ce regard infernal ? Baissez les yeux et ne recommencez pas à me faire souvenir de votre existence. Je vous croyais vous avoir guéri du rire. »« C'était moi, » murmura Ayrton. « Que dis-tu » demanda le maître. Ayrton mit le nez dans son assiette et ne répéta pas son aveu. M. Heathcliff le regarda un instant, puis reprit silencieusement son déjeuner et sa rêverie interrompue. Nous avions presque fini, et les deux jeunes gens s'éloignèrent prudemment l'un de l'autre, de sorte que je ne prévoyais pas de nouveaux troubles pour cette fois-là, quand Joseph parut à la porte. Sa lèvre tremblante et ses yeux furibonds révélaient qu'il avait découvert l'outrage commis à ses précieux arbustes. Il devait avoir aperçu Cathy et son cousin sur le lieu du délit avant d'aller constater les dégâts, car, pendant que ses mâchoires s'agitaient comme celles d'un bœuf qui rumine, ce qui rendait son langage difficile à comprendre, il commença. « Je voulais avoir mes gages et m'en aller. J'aurais voulu mourir là où que j'avions servi durant ces 100 ans. Je comptais transporter mes livres et tous mes petits bricoles dans mon galetas, et je aurions laissé la cuisine pour eux tout seuls, pour qu'ils me baillent la paix. C'était dur de quitter mon coin de feu, mais je croyais que j'aurais pu faire ça. Mais va-t-il pas qu'il me prend mon jardin, et ça, sur ma conscience, maître, je pouvions point le tolérer. Vous pouvez vous plier aux joues si ça vous chante. Moi, je suis un point habitué, et un vieillard ne s'habitue point à de nouveaux fardeaux. J'aimerais mieux gagner mon pain à casser des cailloux sur la route. »« Allons, 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 idiot, » interrompit Heathcliff. « Finissons-en. De quoi vous plaignez-vous ? Je ne veux pas me mêler des disputes entre vous et Nelly. Elle peut vous jeter dans le trou au charbon pour que je m'en soucie. C'est point Nelly. Je m'en irai point à cause de Nelly, si mauvaise propre à rien que soit. Dieu merci, elle ne serait capable de voler l'âme de personne, et n'a jamais été si belle que personne ne garde à ses œillades. C'est cette fille dépravée qui a ensorcelé notre gars, avec ses yeux affrontés et ses manières éhontées, au point que, non, ça me fend le cœur. Il a oublié tout ce que j'avions fait pour lui, et fait de lui. Et v'là-t-il pas qu'il est allé arracher toute une rangée des plus beaux bio cassis du jardin. » Là-dessus, il s'abandonna à ses lamentations, accablé par le sentiment de cruelle offense qu'on lui avait faite, de l'ingratitude d'Earnshaw et du danger que ce dernier courait. « Le drôle est-il ivre » demanda M. Heathcliff. « Ayrton,
Est-ce à toi qu'il en a ? J'ai enlevé 2 ou 3 gros répondit le jeune homme. Mais je vais les remettre. Et pourquoi les as-tu enlevés ? Catherine intervint à propos. Nous voulions planter quelques fleurs à leur place, s'écria-t-elle. Je suis la seule qui mérite un blâme, car c'est moi qui ai désiré qu'il le fît. Et qui diable vous a permis de toucher à une brindille ici ? Demanda son beau-père, très surpris. Et qui t'a commandé de lui obéir ? Ajouta-t-il, en se tournant vers Ayrton. Ce dernier restait muet. Sa cousine répliqua. Vous ne devriez pas me chicaner pour quelques mètres de terrain que je veux consacrer à l'ornementation, quand vous m'avez pris toutes mes terres. Vos terres ? Vos terres, insolente vaurienne, vous n'en avez jamais eu. Et mon argent ? Reprit-elle en lui renvoyant ce regard furieux, en mordillant une croûte de pain, reste de son déjeuner. Silence ! Finissez et allez-vous-en. Et les terres de Ayrton et son argent, poursuivit l'indomptable créature. Ayrton et moi sommes amis maintenant. Je l'éclairerai sur votre compte. Le maître parut un moment décontenancé. Il pâlit et se leva, sans cesser de diriger sur elle un regard chargé d'une haine mortelle. Si vous me frappez, Ayrton vous frappera, dit-elle. Vous feriez donc mieux de vous rasseoir. Si Ayrton ne vous chasse pas de cette pièce, mes coups l'enverront en enfer. Tonna Heathcliff. Damnée sorcière, auriez-vous de l'audace de prétendre le révolter contre moi ? Qu'elle disparaisse. Entends-tu ? Jette-la dans la cuisine. Je la tuerai, Elendine, si vous la laissez réapparaître devant moi. Ayrton essayait de la persuader tout bas de partir. Mets-la dehors, cria Heathcliff avec sauvagerie. Vas-tu rester à bavarder ? Et il s'approcha pour exécuter lui-même son ordre. Il ne vous obéira plus, méchant, dit Catherine. Il vous détestera autant que je vous déteste. Chut, murmura le jeune homme d'un ton de reproche. Je ne veux pas vous entendre lui parler ainsi. Finissez. Mais vous ne le laisserez pas me battre. Venez alors, dit-il avec fermeté. Il était trop tard, Heathcliff l'avait saisi. Maintenant, va-t'en toi, dit-il à Earnshaw. Maudite sorcière, cette fois elle m'a provoqué à un moment où je ne pouvais le supporter. Elle s'en reportera jusqu'à la fin de ses jours. Il tenait ses cheveux dans sa main. Ayrton essaya de les dégager, le suppliant de l'épargner pour cette fois. Les yeux noirs de Heathcliff étincelaient. Il semblait prêt à mettre Catherine en pièces, et j'allais me risquer à venir à son secours quand tout à coup, ses doigts se relâchèrent. Il abandonna sa tête pour la prendre par le bras. Il la regarda fixement. Puis il mit la main sur les yeux, resta un moment immobile, comme s'il cherchait à retrouver ses esprits, et, se tournant de nouveau vers Catherine, dit avec un calme affecté « Il faut que vous appreniez à éviter de me mettre en colère, ou je finirai vraiment par vous tuer un jour. Allez avec Madame Dean et restez avec elle. Gardez pour elle vos insolences. Quant à Earnshaw, si je le vois vous écouter, je l'enverrai chercher son pain là où il pourra le trouver. Votre amour fera de lui un proscrit et un mendiant. Nelly, emmenez-la, et laissez-moi tous, laissez-moi. » Je fis sortir ma jeune dame. Elle était trop heureuse de s'en être tirée à si bon compte pour résister. L'autre suivit, et M. Heathcliff resta seul, dans la salle, jusqu'au dîner. J'avais conseillé à Catherine de dîner en haut, mais dès qu'il aperçut que sa chaise restait vide, il m'envoya la chercher. Il ne nous adressa pas la parole, mangea fort peu, et sortit immédiatement après le repas, en disant qu'il ne rentrerait pas avant le soir. En son absence, les 2 nouveaux amis s'installèrent dans la salle. J'entendis Ayrton réprimander sérieusement sa cousine, qui offrit de lui révéler la conduite de Heathcliff envers Hindley Earnshaw. Il dit qu'il ne souffrirait pas qu'on le dénigrât devant lui. Serait-il le diable ? Peu lui importait, il le soutiendrait. Et il aimait mieux qu'elle l'insultât lui-même, comme elle avait accoutumé, que de la voir s'en prendre à M. Heathcliff. À ces déclarations, Catherine devint de mauvaise humeur, mais il trouva moyen de la faire taire en lui demandant ce qu'elle dirait si lui, Ayrton, parlait mal de son père à elle. Elle comprit alors qu'Earnshaw prenait vraiment à cœur la réputation du maître, qu'il lui était attaché par des liens trop forts pour que la raison pût les dénouer, des chaînes forgées par l'habitude, et qu'il serait cruel d'essayer de desserrer. Elle fut preuve d'un bon cœur en évitant désormais les plaintes et les manifestations d'antipathie à l'égard de Heathcliff. Elle m'avoua ses regrets d'avoir tenté de semer la discorde entre lui et Ayrton, et vraiment je ne crois pas que depuis lors elle ait jamais prononcé, en présence de ce dernier, une syllabe contre son oppresseur. Dès que ce petit désaccord fut aplani, ils redevinrent amis et consacrèrent la plus grande activité possible à leur occupation d'élèves et de professeurs. Je vins m'installer près d'eux quand je finis mon ouvrage et j'éprouvai à leur vue une satisfaction si douce que je ne me rendis pas compte de la fuite du temps. Vous comprenez, tous 2 étaient en quelque sorte mes enfants. J'avais été longtemps fière de l'une et maintenant, j'en étais sûre, l'autre serait une source de semblable satisfaction.
Sa nature honnête, ardente et intelligente triomphait vite de l'ignorance et de la dégradation dans laquelle il avait été élevé. Et les conseils sincères de Catherine aiguillonnaient son zèle. Son esprit, en s'éclairant, éclairait ses traits, leur donnait de la vivacité et de la noblesse. Je pouvais à peine croire que ce fût le même individu que j'avais vu le jour où j'avais découvert ma jeune maîtresse à Hurlevent, après son expédition au rocher. Tandis que je les admirais et qu'ils travaillaient, la nuit approchait, et avec elle revint le maître. Il arriva sur nous tout à fait à l'improviste, en entrant par la porte du devant, et put à loisir nous contempler tous les trois, avant que nous eussions levé la tête et l'eussions aperçu. « Bon, me dis-je, jamais spectacle ne fut plus plaisant ni plus inoffensif, et ce serait une vraie honte de gronder ces jeunes gens. » La lueur rouge du feu éclairait les deux jolies têtes et montrait leur visage animé d'un ardent intérêt d'enfant, car, bien qu'il eût 23 ans et elle 18, tous deux avaient tant de sensations à découvrir, tant de nouveautés à apprendre, qu'aucun ne manifestait ni n'éprouvait les sentiments de la maturité, rassise et désenchantée. Ils levèrent les yeux en même temps et aperçurent M. Heathcliff. Peut-être n'avez-vous jamais observé que leurs yeux sont exactement semblables. Ce sont ceux de Catherine Earnshaw. La Catherine actuelle n'a pas d'autre ressemblance avec elle, si ce n'est la largeur du front et une certaine courbure des narines qui lui donnent l'air plutôt hautaine, qu'elle le veuille ou non. Chez Hareton, la ressemblance est plus forte. Elle est remarquable en tout temps, et à ce moment-là, elle était particulièrement frappante, parce que ses sens étaient en éveil et que ses facultés mentales avaient une activité inaccoutumée. Je suppose que cette ressemblance désarma M. Heathcliff. Il s'avança vers le foyer, en proie à une agitation manifeste, mais qui s'apaisa rapidement quand il regardait le jeune homme, ou plutôt, devrais-je dire, qui changea de caractère, car elle subsistait. Il lui prit le livre des mains, jeta un coup d'œil sur la page où il était ouvert, puis le lui rendit sans observation. Il fit simplement signe à Catherine de s'en aller. Son compagnon ne fut pas loin à la suivre, et j'allais en faire autant quand il me dit de rester assise. « C'est une triste conclusion, n'est-ce pas ?» observa-t-il après avoir médité un moment sur la scène dont il venait d'être témoin. « Une absurde terminaison de mes violents efforts. Je prends des leviers et des pioches pour démolir les deux maisons. Je m'exerce à devenir capable d'un travail d'Hercule, et quand tout est prêt, à pied d'œuvre, je m'aperçois que la volonté de soulever une seule ardoise de chacun des toits s'est évanouie. Mes vieux ennemis ne m'ont pas battu. Le moment précis est venu de me venger sur leurs représentants. Je pourrais le faire, et nul ne pourrait m'en empêcher. Mais à quoi bon? Je n'ai cure de frapper. Je suis hors d'état de prendre la peine de lever la main. On dirait que je n'ai travaillé pendant tout ce temps que pour finir par un beau trait de magnanimité. Ce n'est pas cela du tout. J'ai perdu la faculté de jouir de leur destruction. Et je suis trop paresseux pour détruire sans motif. Nelly, un étrange changement se prépare, dont l'ombre me couvre en ce moment. Je prends si peu d'intérêt à la vie journalière que c'est à peine si je pense à manger et à boire. Les deux êtres qui viennent de quitter cette chambre sont les seuls objets qui gardent pour moi une apparence matérielle distincte. Et cette apparence me cause une douleur qui va jusqu'à l'angoisse. D'elle. Je ne veux pas parler et je désire de n'y pas penser. Mais je souhaiterais sérieusement qu'elle fût invisible. Sa présence ne fait qu'éveiller en moi des sensations qui me rendent fou. Lui, il me trouble d'une façon différente et pourtant, si je pouvais le faire sans paraître insensé, je voudrais ne jamais le revoir. Vous penserez peut-être que j'ai une tendance marquée à devenir insensé, ajouta-t-il en faisant un effort pour sourire. Si j'essaie de vous décrire les 1000 formes d'anciens souvenirs et d'anciennes idées qu'il évoque et qu'il personnifie en soi, mais vous ne répéterez pas ce que je vous dis, et mon esprit est si éternellement renfermé en lui-même qu'il est tentant à la fin de le mettre à nu devant un autre. Il y a 5 minutes, Hareton me semblait une incarnation de ma jeunesse, et non un être humain. Mes sentiments pour lui étaient tellement mélangés qu'il m'eût été impossible de l'aborder d'une manière raisonnable. En premier lieu, la ressemblance frappante avec Catherine le rattachait à elle d'une façon effrayante. Pourtant, ce fait que vous pourriez supposer exercer sur mon imagination l'influence la plus forte n'exerce en réalité que la plus faible, car qu'est-ce qui, pour moi, ne se rattache pas à elle? Qu'est-ce qui ne me la rappelle pas? Je ne peux pas jeter les yeux sur ce dallage sans y voir ses traits dessinés, dans chaque nuage, dans chaque arbre remplissant l'air la nuit. Visible par lueur passagère, dans chaque objet le jour, je suis entourée de son image. Les figures d'hommes et de femmes les plus banales
Mon propre visage se joue de moi en me présentant sa ressemblance. Le monde entier est une terrible collection de témoignages qui me rappellent qu'elle a existé et que je l'ai perdue. Eh bien, Ayrton tout à l'heure était pour moi le fantôme de mon amour immortel, de mes furieux efforts pour maintenir mon droit, de ma dégradation, de mon orgueil, de mon bonheur et de mon angoisse. Mais c'est de la folie d'exprimer ces pensées devant vous. Cependant, cela vous fera comprendre pourquoi, malgré ma répugnance à rester toujours seule, sa société, loin de me faire du bien, aggrave plutôt le perpétuel tourment que j'endure. Et c'est cela qui, en partie, contribue à me rendre indifférent à ses rapports avec sa cousine. Je ne peux plus faire attention à eux. Mais qu'entendez-vous par un changement, monsieur Heathcliff ? Demandai-je. J'étais alarmée de son attitude, bien que, selon moi, il n'eût jamais été en danger de perdre le sens ni de mourir. Il était vraiment vigoureux et plein de santé. Quant à sa raison, depuis son enfance, il se complaisait à nourrir de sombres idées et à entretenir de bizarres imaginations. Il pouvait avoir la monomanie de sa défunte idole, mais sur les autres points, son esprit était aussi sain que le mien. « Je ne le saurai pas avant qu'il se produise, » répondit-il. « Je n'en ai conscience qu'à demi pour le moment. » Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas ? Non, Nelly, nullement. Et vous n'avez pas peur de la mort ? Peur ? Non. Je n'ai ni crainte, ni pressentiment, ni espoir de la mort. Pourquoi éprouverais-je ces sentiments ? Avec ma robuste constitution et mon genre de vie sombre, mes occupations sans danger, je devrais demeurer et il faudra probablement que je demeure sur cette terre jusqu'à qu'il me reste à peine un cheveu noir sur la tête. Et pourtant, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je suis obligé de concentrer mon attention pour respirer, de forcer presque mon cœur à battre. C'est comme si j'avais à faire ployer un ressort raidi. C'est par contrainte que j'exécute le moindre des actes qui ne sont pas déterminés par ma pensée unique. Par contrainte que je prête attention à tout ce qui vit, vivant ou mort, et pas associé à l'idée qui m'obsède. Je n'ai qu'un désir, à quoi tend tout mon être et toutes mes facultés. Ils y ont tendu si longtemps et avec tant de constance que je suis convaincue qu'il serait satisfait, et bientôt, parce qu'il a dévoré mon existence. Je suis engloutée dans l'avant-goût de sa réalisation. Ma confession ne m'a pas soulagée, mais elle pourra expliquer des phrases de mon humeur qui, autrement, seraient inexplicables. Oh Dieu, c'est une longue lutte, et je voudrais qu'elle fût finie. Il se mit à arpenter la chambre, en se murmurant à soi-même de terribles choses, au point que j'inclinais à croire, comme il disait que croyait Joseph, que sa conscience avait fait de son cœur un enfer terrestre. Je me demandais avec anxiété comment cela finirait, quoiqu'il eût rarement manifesté cet état d'esprit, même par la simple expression de sa physionomie, c'était son état ordinaire, j'en étais certaine. Il l'affirmait lui-même, mais personne ne put le deviner à son aspect général. Vous ne l'avez pas deviné quand vous l'avez vu, monsieur Lockwood, et à l'époque dont je parle, il était exactement le même qu'alors, plus épris seulement de sa solitude perpétuelle, et peut-être encore plus laconique en société.